Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Comme tous les vendredis, ou alors un peu par hasard, vous regardez l'actu démasqué, le module d'infos commenté du Média TV. Au sommaire aujourd'hui, l'initiative diplomatique un peu foireuse de notre bien-aimé président au Liban, qui nous dit beaucoup de choses sur lui, sur nous et sur la place de la France dans le monde d'aujourd'hui. Les super profits des sociétés autoroutières qui ont réussi à mettre la main sur ce qui était un patrimoine national, ce qui illustre, selon le journaliste Laurent Mauduit, l'ère du capitalisme rapace dans laquelle la France est rentrée. Dernier rapport d'Amnesty International qui nous explique, à mots à peine couverts, que la nation dite des droits de l'homme est en train de sortir de la démocratie. Mais aussi les dernières nouvelles de la bêtise ordinaire et officielle au temps du coronavirus. C'est parti. Les Français sont susceptibles, ils prennent trop de choses pour eux. Par exemple, l'arrogance d'Emmanuel Macron qui, c'est vrai, n'en rate pas une. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Quand ils entendent des trucs comme ça, eh ben les Français, ils chouinent. Ah là là, mais pourquoi il ne respecte pas son peuple? Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité diplomatique, mais désormais, on a la preuve que le concentré de mépris macronien n'est pas juste un produit à usage domestique. Il s'exporte. Peut-être que bientôt, il s'exportera mieux que les Rafales. Vous me direz que c'est pas difficile. Emmanuel Macron à l'étranger, c'est un peu le diseur de vérité. Enfin, c'est comme ça qu'il se vend. Il arrive dans un pays, de préférence une ancienne colonie ou un ex-protectorat. Il trouve des dirigeants un peu à la peine ou complètement largués. Il en profite pour les humilier et mettre les rieurs de son côté. Souvenez-vous, il avait déjà fait ce coup au Burkina Faso en 2017 à l'université de Ouagadougou, où il y avait manifestement des problèmes d'électricité. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Qu'est-ce qu'on se marre. Il a récidivé au Liban après la tragique explosion du 4 août dernier au port de Beyrouth qui a eu lieu dans un contexte de révolte dans la rue contre l'incurie des dirigeants du pays du Cèdre. Toute affaire cessante, il quitte le fort de Brégançon où il faisait du jet ski devant les yeux admiratifs de Brigitte et de ses petits-enfants qu'il appelle Daddy. Il se retrouve dans la capitale libanaise au milieu d'une foule furieuse à juste titre contre ceux qui la gouvernent. Et il prend la confiance. Mais la confiance genre moi-même le maître absolu du temps et de l'espace, le Zorro du Moyen-Orient. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec eux. Je vous remercie, monsieur le président. Dis-leur. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, écrivait Charles de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Il faut croire que son lointain successeur ne l'a pas lu. Il arrive au Liban, tout guiré et sûr de son affaire, en comptant sur une arme qui en réalité n'a rien d'original. Il brandit des menaces de sanctions financières ciblées qui seraient administrées main dans la main avec les États-Unis si les partis chiites, sunnites et chrétiens n'acceptent pas de valider sans discuter la composition d'un gouvernement constitué sur un bout de table avec d'ex-premiers ministres. Le journaliste Georges Malbruno le raconte et se fait houspiller publiquement. Les observateurs disent que jamais aucun président français ne s'était laissé aller à ce point. Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Bref, en dépit de leur turpitude, les dirigeants libanais ne sont pas des enfants apeurés. Le Hezbollah chiite, proche de l'Iran, ennemi juré des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, envoie paître Manu Ier. Retour à la réalité. Frustré, le numéro 1 français se montre désagréable. Honte. J'ai honte pour vos dirigeants. Notre bien-aimé président n'aura pas le prochain prix Nobel de la paix.
Fin du film. Mais qu'est-ce qui pousse un président français à se montrer si sûr de lui et méprisant dans un autre pays? Je vous vois venir avec vos gros sabots. Le Liban est une satrapie corrompue et non démocratique, tandis que nous, on est quoi au juste? Qui se souvient que Jacques Chirac avait été logé gratuitement après son départ de l'Élysée en 2007 et jusqu'en 2015 dans un appartement de luxe acheté par la richissime famille Hariri qui prospère dans la politique libanaise depuis des décennies. On est quoi au juste? Des receleurs? Le locataire de l'Élysée pourrait-il nous faire l'amitié de rendre publique la liste des donateurs de sa campagne de 2017 vivant au Liban? Ces donateurs qui ont mis 150 000 € au pot via 25 gros versements individuels. C'est pas énorme, mais ça représente plus que les dons venus de grandes villes françaises comme Toulouse et Rennes. Ne soyons pas trop soupçonneux. Imaginez qu'un scandale comme celui des autoroutes que vient de documenter à nouveau Mediapart pourrait s'expliquer par la corruption, ne serait-il pas un peu complotiste? En tout cas, le quotidien en ligne de la team Moustache a publié le très long rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la privatisation des autoroutes en question. Le ton de ce texte est très sénatorial, affecté, balancé, voire ennuyeux. Mais on en sort quand même avec quelques chiffres. Merci Dominique de Villepin, l'État a gagné 16,5 milliards d'euros dans cette grande braderie. Sauf que les dividendes distribués jusqu'ici aux nouveaux propriétaires leur ont rapporté en seulement 13 ans 24 milliards d'euros. Depuis, c'est que du bénéfice. Entre 2006 et 2035, les actionnaires des sociétés autoroutières, au rythme où on va, auront empoché 70 milliards d'euros de dividendes. 70 milliards! Auteur de l'article de Mediapart et du livre Prédation, histoire des privatisations des biens publics aux éditions La Découverte, Laurent Mauduit manque de s'étrangler. En ces temps de crise sanitaire, que pourrait faire un gouvernement soucieux de protéger les Français et de soulager les plus modestes avec cette somme fabuleuse de près de 70 milliards d'euros, soit presque autant que les recettes de l'impôt sur le revenu? Combien de lits hospitaliers pourrait-il rétablir pour faire face à la crise sanitaire? De quel montant pourrait-il relever les rémunérations des personnels soignants? Ces quelques questions suffisent à souligner la gravité de cette politique de transfert de richesses à laquelle ont donné lieu ces privatisations. Quelques groupes financiers rapaces se sont formidablement enrichis, tandis que la collectivité, elle, s'est appauvrie. C'est un fait, indiscutable. Du coup, on fait quoi? On arrête tout et on renationalise les autoroutes? Non. Mais ce qu'il y a d'encore plus grave, c'est que le gouvernement, loin de tirer les leçons de ces bilans alarmistes et de suspendre ces sulfureuses privatisations, a décidé de les accélérer. Après les autoroutes, ce sont donc certains tronçons de routes nationales qui vont être livrés à la boulimie des mêmes groupes financiers. Ces décisions relèvent de l'incompétence ou de l'idéologie, mais elles n'ont rien à voir avec une éventuelle compromission ou une quelconque corruption de nos élites politiques. Vous croyez où? On n'est pas au Liban quand même. La France est une démocratie libérale bien comme il faut. Pas comme le Liban, souvent épinglé par des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International. Et puis zut, il y a comme un petit parfum de République bananière là. On est mal. On est mal. On est très mal. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous reprochent les gens d'Amnesty? Notre collègue Antoine Etcheto est allé leur demander. Suite à notre recherche qui a duré plusieurs mois, on montre que des milliers de personnes qui étaient descendues manifester pacifiquement ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites, voire de condamnations, alors qu'elles n'avaient commis aucune violence. Cette situation est rendue possible par le fait que la France a des lois contraires au droit international. Des lois contraires au droit international, ok. Ou des lois qui sont interprétées de manière extrêmement vague et qui permettent l'arrestation et la poursuite de manifestants pacifiques, mais aussi de journalistes, d'observateurs des droits humains ou de secouristes. Mais enfin, Vladimir Poutine, sors de ce corps! Sors du corps de notre bien-aimé président. C'est bientôt fini, mais si vous avez le temps, lisez cet article du site The Conversation qui se demande si votre patron a le droit de vous espionner quand vous télétravaillez. Alerte spoil, oui, mais à certaines conditions, contenues par exemple dans le RGPD. Mais ce qui est fou, c'est l'explosion du marché du flicage du télétravailleur aux États-Unis. En juin dernier, une étude menée aux États-Unis soulignait un intérêt sans précédent des entreprises pour les logiciels de surveillance. Entre janvier et avril 2020, les intentions d'achat pour les logiciels de surveillance à distance des employés avaient en outre été multipliées par plus de 50. En plus, ils osent tout. Des logiciels opèrent des captures d'écran des ordinateurs toutes les 5 ou 10 minutes ou dressent un véritable portrait du comportement digital du salarié pour donner à voir ses éventuelles anomalies. À l'extrême,
Ce comportement peut même être traité à grande échelle par intelligence artificielle, afin d'opérer un contrôle beaucoup plus large. La plupart de ces logiciels de traçage de l'activité sont invisibles pour le salarié utilisateur, posant logiquement la question de sa légalité. Décidément, nous sommes en 2020. C'est bientôt fini, mais en préparant cet épisode, nous avons appris que le président américain Donald Trump avait contracté le coronavirus. Sachant que de nombreuses théories vont immanquablement se diffuser à cette occasion. Coïncidence? Je ne crois pas. Nous en avons nous-mêmes concocté quelques-unes. À la question « Quelle est l'hypothèse qui vous convient le mieux au sujet de Donald Trump et du coronavirus ?» Nous proposons 4 réponses. Il n'a rien, il veut juste faire le buzz et se retrouver seul à seul avec Melania. C'est Joe Biden qui lui a filé une saleté fabriquée en labo lors du dernier débat télévisé. Karma is a bitch. Il paye pour sa propagande anti-masque et pour son soutien à l'extrême droite. Il a juste chopé la Covid. Si vous voulez sélectionner la théorie qui vous plaît ou en rajouter une autre, faites-le en commentaire. Voilà, c'est fini, on se retrouve vendredi prochain. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Si vous l'êtes, mettez des pouces bleus. Et si vous en avez les moyens, devenez sociaux, donateurs du média. À plus.